Bonsoir, bienvenue à tout le monde. Donc, nous allons commencer. Je vais tout d'abord vous indiquer quelques informations techniques. La conférence se déroulera sous la forme d'une conversation entre Matteo Alalouf et Francine Boll. Et pour les questions, nous vous demandons de les écrire dans la colonne conversation. Et donc, à la fin d'un premier bloc, qui sera cette conversation entre Mathéo et Francine, je reprendrai les questions et Mathéo y apportera une réponse. Et donc, à la fin d'un premier bloc, qui sera cette conversation entre Mathéo et Francine, je reprendrai les questions euh, et Mathéo y apportera une réponse. Oui. Je suis désolé, en fait, la conférence a lieu en même temps sur Facebook et sur Zoom, mais donc en coupant le son dès que j'aurai terminé, on évitera cet effet d'écho. La conférence de ce soir donc, est organisée en commun par l'UPJB et l'Institut Marcel Liebman, et je vais immédiatement donner la parole à Francine qui va vous présenter la soirée. Voilà. Est-ce qu'on m'entend? Oui, parfait. Sans écho, donc c'est très bien aussi. Voilà, bonsoir à toutes et tous, bienvenue. Alors, tout d'abord, je souhaite remercier l'UPJB d'avoir organisé cette rencontre en ligne, comme l'a dit Laurent, en association avec l'Institut Marcel Liebman, dont je suis la coordinatrice depuis 3 ans à présent. Nous avons déjà eu l'occasion de collaborer ensemble, l'UPJB et l'Institut Marcel Liebman, et le plaisir est chaque fois renouvelé. Et je tiens tout particulièrement à remercier au sein de l'équipe de l'UPJB, Antonin, Laurent et Dominique pour leur implication dans l'organisation de cette rencontre. Alors, cette collaboration sera d'ailleurs très bientôt renouvelée, puisque le 7 mai, dans le cadre d'un colloque en ligne que l'Institut Marcel Liebman organise avec le Centre d'histoire et de sociologie des gauches de l'ULB sur le thème de la Commune de Paris il y a 150 ans, quelle relecture aujourd'hui? Eh bien, dans ce cadre, donc il va y avoir une exposition en plein air sur l'avenue Paul-Léger et l'UPJB va organiser donc le 7 mai à 20h15 une rencontre en ligne avec des membres du collectif Krasny qui ont conçu l'exposition donc Vive la commune, point d'exclamation. Cette exposition retrace donc l'histoire de la commune à travers des photographies actuelles de Paris sur lesquelles des artistes ont dessiné des acteurs imaginaires de la commune. Donc voilà, donc je vous convie à non seulement écouter la conférence qui sera donnée à l'UPJB le 7 mai, la rencontre, mais aussi évidemment à venir visiter cette exposition en plein air et assister, pourquoi pas, à notre colloque. Toutes les informations concernant ce colloque sont disponibles avec le programme détaillé des orateurs sur le site de l'Institut Marcel Liebman et du Centre d'histoire et de sociologie des gauches. Alors, encore une petite annonce, puisqu'elle est également en lien avec l'Institut Marcel Liebman, c'est que le 14 mai, l'UPJB accueillera Jean Vogel, donc président de notre institut, pour une conférence sur le thème Rosa Luxembourg, une subjectivité féminine révolutionnaire. Donc, plus d'informations seront bientôt disponibles, si ce ne l'est déjà, sur la page agenda de l'UPJB. Voilà, donc après toutes ces annonces, merci de m'avoir écouté, nous revenons donc au thème qui nous réunit ce soir. Alors, je suis particulièrement heureuse de vous retrouver donc nombreux ce soir pour la présentation du dernier ouvrage paru en mars dernier de Matteo Alalouf, ici présent donc, et qui s'intitule Le socialisme malade de la social-démocratie, coédité par les éditions Sileps à Paris et Page 2 à Lausanne. Alors, faut-il encore présenter Matteo Alalouf? Je ne pense pas, mais on va quand même le faire. Matteo, rapidement, donc, est sociologue. Il est l'auteur de nombreux ouvrages en sociologie du travail. Il a été professeur durant de longues années à l'ULB et il est aujourd'hui professeur honoraire, émérite ou employé à la retraite, comme il préfère généralement se présenter. Alors, Matteo a longtemps présidé l'Institut Marcel Liebman avant de céder sa place
en 2018 à Jean Vogel, donc, qui était mon prédécesseur. Matteo en reste néanmoins un des deux vice-présidents avec Henri Hurwitz. Voilà, donc Matteo, je te remercie pour ta présence ce soir en ligne, malgré que je sais que tu ne raffoles pas spécialement de ce genre de dispositif, lui préférant les rencontres en vrai, hein, en présentiel, comme on le dit aujourd'hui. Donc j'espère également que nous n'aurons pas d'incident de connexion au cours de la soirée. Voilà, nous allons donc parler ce soir de ton ouvrage, dont la lecture m'a été très stimulante, passionnante et a effectivement ce grand mérite d'inciter à la réflexion pour penser l'avenir dans un contexte de crise actuelle qui est à la fois économique, sociale, écologique et également politique. La maladie de la social-démocratie, enfin, ou le déclin de la social-démocratie en est peut-être un des signes. Et même sanitaire, hein, on est aussi dans une crise sanitaire, mais il me semble que cette crise puisse également être liée aux précédentes. Donc, la rencontre se déroulera en 2 temps, ça Laurent l'a bien expliqué. Je propose donc qu'on entame directement donc, la présentation de ton ouvrage. Donc, dans ton livre, tu développes la thèse d'un socialisme malade de la social-démocratie. Le titre est assez limpide et en même temps assez incisif. J'aurais aimé qu'en introduction à cette rencontre, tu expliques à notre public les raisons qui t'ont poussé à écrire ce livre. Autrement dit, quels sont tes questionnements actuels qui sont à l'origine de l'écriture de ce livre. J'imagine bien qu'il y a un engagement politique derrière ce choix, au-delà de la simple description d'une situation de déclin de la social-démocratie historique. Je te laisse la parole, Matteo. Merci beaucoup, Francine. Effectivement, curieusement peut-être, le point de départ de ce livre date du colloque que nous avions organisé sur les 100 ans de la Révolution d'octobre. Enzo Traverso y avait fait une introduction, une présentation, où il parlait précisément de l'héritage d'octobre, alors que l'Union soviétique avait disparu. J'ai pensé à la même chose par rapport à la social-démocratie. Certes, la social-démocratie n'a pas disparu, même si elle est en recul à pas mal d'égards, mais elle est encore largement présente. Il n'en reste pas moins que la contre-société que celle-ci avait construite, partis, syndicats, mutuelles, coopératives, associations d'éducation populaire, associations sportives, associations récréatives, tout ce monde, cette contre-société, s'est effectivement effondré. Et beaucoup pensent d'ailleurs que la social-démocratie aujourd'hui est en grande difficulté. Alors je me suis demandé, c'est la question, parce que finalement, octobre, la social-démocratie, ce sont les frères jumeaux d'un même mouvement, frères jumeaux antagonistes, et aussi des mouvements qui ont effectivement fait toute la vie de la génération des personnes de mon âge. Pour nous, c'est finalement toute notre vie politique. C'est d'une certaine manière la social-démocratie et le mouvement communiste. C'est autour de cela que nous avons construit notre vie, notre militantisme et finalement, à pas mal d'égards, notre vision de la société. Et donc, la question que je me suis posée, c'est de savoir, y a-t-il un legs? Y a-t-il quelque chose qui vaut la peine d'être préservé de cette histoire, d'un mouvement qui a très largement transformé nos sociétés, s'est adapté à des situations fort différentes et a témoigné d'une très forte longévité. Y a-t-il un héritage qui vaille la peine aujourd'hui d'être conservé? Et plus qu'un héritage, ce mouvement a-t-il eu toute une série de potentialités, mais potentialités qui n'ont pas abouti? Et donc, toute mon interrogation, la manière de visiter l'histoire de la social-démocratie se fait autour de ces questions. Quel legs à préserver et quelle potentialité inaboutie pourrait être utile pour aujourd'hui, pour les mouvements que nous menons aujourd'hui? Je te remercie, Matteo. Donc, effectivement, comme tu l'annonces, tu vas donc te pencher sur l'histoire de cette social-démocratie, ce qui est effectivement nécessaire à partir du moment où tu entends t'interroger sur son héritage, son legs, ses potentialités qui n'ont peut-être pas été saisies. Et donc, tu vas t'appuyer dans ton ouvrage, tu t'appuies sur une analyse historique de l'évolution
de cette social-démocratie et tu as choisi 5 pays d'Europe occidentale. Et donc, ma deuxième question pour notre public, c'est de te demander de nous expliquer le choix de ces 5 pays qui a dû être motivé par diverses considérations. Le choix de 5 pays, c'est d'abord parce que je voulais mener une analyse systématique. Et donc, si je prenais tout, en mélangeant le tout, ça créait un problème. Et donc, j'ai choisi au fond les 5 pays qui étaient à la base de la formation de la deuxième internationale, qui était le noyau de cette deuxième internationale et que je connaissais plus ou moins. Et donc, c'était les 5 pays que j'ai choisis, c'est la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, bien sûr, qui est le pays central, le parti central de cette social-démocratie, l'Allemagne, et la Suède. C'est à partir de ces 5 pays que j'ai formulé un récit, mais sans me limiter à ces 5 pays. Je veux dire, dans le chapitre concernant, par exemple, l'Europe, je fais référence à tous les autres pays. En particulier, je ne peux pas faire abstraction de la Grèce et ce qui s'est passé avec le PASOK qui a disparu, Syriza qui a connu les problèmes que nous connaissons, etc., avec l'Italie et tous les autres. Donc, à l'occasion des divers chapitres, j'ai été amené à prendre en compte divers pays et divers partis socialistes, mais le noyau de l'analyse ont été ces 5 pays, France, Belgique, Grande-Bretagne, Allemagne, Suède. Merci beaucoup. Et donc, à partir de là, tu vas identifier et décrire dans ton ouvrage 4 temps ou moments dans le parcours de la social-démocratie. Et donc là, effectivement, j'ai trouvé que la dimension comparative de ton ouvrage était particulièrement instructive, démontrant que, effectivement, si on observe cette évolution dans son ensemble, ces 4 temps semblent s'observer dans chacun des cas nationaux analysés. Et donc, ce type d'étude de synthèse à une échelle qui relève également des temps longs ou moyens, hein, parce que c'est quand même une étude que tu réalises sur presque un siècle et demi, on va dire, si on prend vraiment les toutes premières origines, donc un gros siècle en tout cas. Donc, cette échelle des temps longs ne fait que renforcer donc, notre compréhension des processus globaux, économiques, politiques, sociaux, de l'évolution des sociétés. Et donc, ça permet, j'ai trouvé, de prendre de la hauteur, mais une hauteur qui, finalement, ne nous cantonne pas dans les limbes de l'érudition, hein, mais nous entraîne finalement à nous poser des questions très concrètes hein, sur le que faire aujourd'hui, et surtout, que faire du socialisme et de la démocratie, du legs qu'elle a laissé et auquel on pourrait se rattacher. Et ça, on y reviendra. Mais d'abord, voilà, je voudrais que tu expliques à présent, et ça va être peut-être un peu plus long parce que c'est quand même au cœur de ton ouvrage, ces 4 temps de la social-démocratie que tu as identifiés, et peut-être préalablement à cela, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, est-ce que tu peux donner aussi une définition de cette social-démocratie dont il est question, de ce socialisme et des éventuelles évolutions de ces mots et de leur signification dans le temps? En ce qui concerne l'évolution, ce mot prend évidemment des sens très divers. Pour les uns, c'est une connotation très positive. C'est le mouvement qui a sorti les ouvriers de leur misère et qui a rassemblé la classe ouvrière avec toute une série de conquêtes. Pour d'autres, c'est une image du réformisme tiède, c'est d'abandon d'un certain nombre de principes, c'est même un ensemble de trahisons. Donc, ce mot peut recouvrir et recouvre dans le langage courant des sens divers. Il faut dire que dès l'origine, le terme est discuté. Marx lui-même est dubitatif. Ce mot social-démocrate, dit-il, est-ce que cette expression n'érode pas la pointe révolutionnaire du prolétariat? Et donc, lui-même est dubitatif, mais finalement, ce mot reste. Et que signifie-t-il? Il signifie le mouvement d'émancipation du prolétariat. C'est l'idée, c'est l'expression politique des classes populaires. Et on le voit dès la fondation des partis, en particulier du Parti belge, du Parti ouvrier belge, quand toute une série de groupements socialistes, ouvriers, syndicaux, mutualistes se réunissent
dans l'idée de former un parti qui sera le Parti ouvrier. Ils discutent longuement, comme tu le sais bien, puisque c'est le centre des études à toi, ils discutent du nom à donner à ce parti. Ils se disent, on est socialiste, certes, mais notre objectif premier, c'est la défense des ouvriers. Avant d'être socialiste, nous défendons les intérêts moraux et matériels, comme on disait, de la classe ouvrière. Donc, c'est un parti qui se crée pour défendre d'abord les ouvriers. C'est très important pour comprendre ce qu'est devenu, ce qu'est le legs de la social-démocratie. C'est le parti qui exprime les intérêts de la classe ouvrière, ses intérêts politiques. Et c'est en ce sens qu'il se constitue, et je crois que cela est très important. C'est en même temps une forme d'articulation, j'ai dit en toutes sortes d'associations, mais surtout entre deux, c'est-à-dire le parti politique et le syndicat ouvrier. C'est une forme d'articulation originale, nouvelle, entre partis et syndicats, qui constituera l'ossature et la force d'ailleurs, le dynamisme de ce mouvement. À cette époque, tout le monde, tous les socialistes sont sociodémocrates. Bien sûr, Van der Velde, Jaurès, mais aussi Lénine, Trotsky, Bernstein, Kautsky, Rosa Luxembourg. Donc, tous sont social-démocrates à ce moment-là et participent à ce mouvement qui constitue l'internationale socialiste, celle qu'on appelle la deuxième internationale. Voilà donc pour le fondement, c'est l'expression politique des classes populaires. C'est cela la social-démocratie d'abord. Sur les 4 temps dont tu as parlé, effectivement, ce que j'ai fait, c'est essayer de retracer le parcours de ce mouvement, le parcours sans nostalgie et sans défaitisme. Donc, essayer de retracer ce parcours, et je l'ai effectivement fait en 4 moments. Le premier moment, c'est le temps des réformes. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les sociodémocrates constituent un mouvement très significatif dans les pays européens. Ce sont des partis importants, des partis qui entrent dans les parlements et qui sont même importants dans les partis et qui ont déjà obtenu beaucoup de choses. Ils ont déjà obtenu à ce moment-là, ils ont déjà obtenu leurs revendications, ou pour beaucoup de pays, en tout cas pour les Belges, leur revendication principale, celle du suffrage universel. Ils ont obtenu également les droits sociaux, le droit de grève qu'ils obtiendront un peu plus tard. Donc, les premières commissions paritaires, enfin que sais-je, toute une série de revendications socialistes ont déjà abouti et les socialistes sont une force importante, une force politique importante en Europe. Van der Velde, le patron du POB, dit à ce moment-là, lors d'un conseil général du parti, il dit « Nous avons réalisé beaucoup de nos revendications. À partir de maintenant, nous pouvons construire le socialisme de l'intérieur. À partir de maintenant, nous pouvons nous battre au sein des institutions parlementaires, au sein des institutions démocratiques pour construire le socialisme. » Effectivement, pendant cette période, les socialistes réaliseront beaucoup de réformes, voire même sous la poussée de mouvements populaires et devant affronter des situations terribles comme la crise des années 30, il s'élaborera au sein de ces partis des nouvelles doctrines en Belgique, le plan du travail, en Suède, l'école de Stockholm, donc toute une série de nouvelles doctrines économiques qui feront que le socialisme changera en partie de nature. Après la Première Guerre mondiale, les socialistes se battent pour des réformes sociales, pour des droits sociaux, mais ils se battent leur doctrine politique et le libéralisme. Ils n'ont pas d'autre doctrine. Le socialisme, un horizon socialiste, certes, mais pour l'immédiat, leur seule doctrine est le libéralisme. Après la crise des années 30, c'en est fini. Ce n'est plus de cela qu'il s'agit. Et à travers toute une série de pressions sociales et de mouvements internes, se constitue au fond une nouvelle doctrine économique, qui sera celle que j'ai appelée dans ce livre le marxo-keynésianisme. À partir de toute une série de pensées qui se développent, notamment en Belgique à ce moment. La Belgique, avec Henri de Man, avec le plan de travail, ils jouent un rôle important, les Suédois avec l'école de Stockholm, les Anglais. Et donc, se construit ce que j'ai appelé une vision du keynésianisme qui dominera l'époque, mais une vision de gauche du keynésianisme que j'ai appelé le marxo-keynésianisme. Ce qui fait que dans un deuxième moment, c'est le deuxième temps du socialisme, après la Deuxième Guerre mondiale, quand les socialistes
se retrouveront dans une position de force auréolée par la victoire, parce que la victoire, c'est aussi la victoire de l'Union soviétique, c'est même surtout, à pas mal d'égards, la victoire de l'Union soviétique. Ce sont des partis communistes qui sortent renforcés de la résistance. Donc, à ce moment-là, les socialistes, dans un rapport de force très favorable, se trouveront aussi dans des alliances gouvernementales et mettront sur pied ces réformes, les élargiront et les géreront. En gros, cette deuxième partie, c'est la période de la gestion des réformes, mais aussi la découverte, au fond, que l'État peut servir les socialistes, que l'État n'est pas que bourgeois, que l'État n'est pas que l'instrument de la bourgeoisie, que l'État permet la réalisation d'un certain nombre de compromis, d'arracher même des compromis favorables aux travailleurs. C'est ce qui sera le compromis social de ces années-là, et ce que certains appellent la période dorée, l'âge d'or des socialistes. Cette appellation peut être largement discutée parce que c'est d'abord une période très, très conflictuelle. Beaucoup de choses se passent dans cette période, mais aussi des choses contradictoires. Pour une grande partie des partis socialistes, et même dans leur ensemble, c'est aussi un risorgimento. C'est le congrès de Bad Godesberg du SPD en Allemagne. Donc, le SPD qui revoit sa doctrine, qui revoit très fortement sa doctrine. Il ne s'agit plus maintenant de parler de la classe ouvrière, mais du peuple. Le SPD devient le parti du peuple et non celui de la classe ouvrière. Et l'économie de marché se trouve largement réhabilitée. Mais je dois quand même signaler, j'ai été moi-même très surpris en regardant les rapports au congrès du SPD de Bad Godesberg, de voir comment, à cette époque encore, les socialistes se rattachent à leur origine. Le manifeste communiste est très largement cité, et bien sûr le programme d'Erfurt, qui est la base du Parti social-démocrate allemand, et qui est d'ailleurs la base de toute la social-démocratie d'une manière générale, est très largement cité. Donc il s'agit d'une révision doctrinale, mais une révision doctrinale qui n'efface pas les origines. Si beaucoup de partis, notamment les Anglais, essayent de s'enfoncer dans cette ouverture qui est faite, en Belgique, on n'est pas à ce niveau-là. En Belgique, au contraire, c'est un des rares moments où le syndicat prend le dessus sur le parti. Un des rares moments où le syndicat est plus à gauche que le parti, parce qu'avant, il était largement à la droite du parti. Donc, où le syndicat est à la gauche du parti et le syndicat prend le devant. Ce sont les grèves de 60-61. Donc, la Belgique ne suit pas ce tournant de certains partis, des principaux partis sociodémocrates. Il faut aussi voir ce décalage qui restera finalement présent par après. Voilà pour ce deuxième moment, très vite, parce que je ne vais pas m'étendre, qui est tout à la fois un moment où les sociodémocrates sont largement au pouvoir, un moment où ils connaissent leurs meilleurs succès électoraux, où ils réalisent pas mal de réformes. Et donc, c'est la période de référence majeure de la social-démocratie, celle de la gestion des réformes et où, au niveau de l'État, ils remplissent une fonction importante. Après, les choses seront différentes. Le troisième moment, c'est celui que j'ai appelé le temps du renoncement. C'est le moment où la social-démocratie s'est désocial-démocratisée. Je vous ai dit, quand les socialistes sont arrivés au pouvoir, aux commandes, après la Deuxième Guerre mondiale, ils sont arrivés avec une nouvelle doctrine étatiste, keynésienne, marxo-keynésienne, comme je l'ai appelée, et qui se démarquait des pratiques précédentes. Par rapport à la crise de 29, s'était constituée dans toute une série de cénacles et de cercles, non seulement cette doctrine keynésienne étatiste que la social-démocratie a pu imposer au lendemain de la guerre, mais aussi une autre doctrine étatiste, parce que l'idée était que l'autorégulation des marchés c'en était fini une fois pour toutes, que le libéralisme classique n'avait aucun avenir, qui s'était cassé la gueule sur la crise et sur le nazisme. Et donc, il fallait une nouvelle doctrine. Et une nouvelle doctrine s'est constituée
que Barbara Stiegler a très bien documenté, une nouvelle doctrine étatiste, mais une nouvelle doctrine étatiste libérale, celle qu'on a appelée le néolibéralisme. Le néolibéralisme est une doctrine qui instrumentalise l'État pour imposer le marché, puisque le marché seul ne fonctionne pas, il ne s'autorégule pas, donc il a besoin de l'État. C'est une nouvelle doctrine étatiste et libérale. Et c'est cette doctrine qui prendra le dessus précisément à partir du milieu des années 70. À partir du milieu 70, toutes ces idées qui s'étaient développées, qui étaient restées en attente dans des cénacles universitaires américains en général, reprennent le dessus. Et ce sont ces idées qu'on avait déjà testées au Chili, après la chute de Pinochet, qu'on avait testées un peu partout, qui deviennent la doctrine dominante et qui remplacent l'ancienne doctrine marxo-keynésienne. Et c'est un nouveau moment, un nouveau moment pour le capitalisme, un capitalisme financiarisé, un capitalisme mondialisé, qui fonctionne dans des rapports de force tout à fait différents. Et finalement, la social-démocratie, pour participer au pouvoir, devra céder à cette doctrine, d'abord contre son gré, en se disant, avec nous, sans nous, ça serait pire. Donc, pour limiter les dégâts de cette nouvelle doctrine qui s'attaquait à l'État social, qui s'attaquait à tous les acquis de la période précédente. D'abord, pour en limiter les dégâts, et puis progressivement, elle sera convertie. Au fond, cette conversion des socialistes au social-libéralisme se fera en deux temps. Un premier temps de 1980 à 1990. 1990, c'est le lendemain de la chute du mur de Berlin, c'est l'effondrement du camp communiste. Dès lors, la partie est gagnée. C'en est fini pour la gauche, c'en est fini pour le socialisme. C'est le temps du néolibéralisme qui s'impose. Et au fond, les socialistes se sont convertis à ce néolibéralisme. Les moments les plus forts ont été pour le New Labour en Angleterre, avec Tony Blair, et à ce moment-là, c'est toute la doctrine socialiste qui est totalement abandonnée. On est dans un autre monde, on est dans le monde néolibéral, mais cela, dans le Parti travailliste, lorsqu'on le connaît, s'était préparé déjà depuis un certain temps. Ce revirement était beaucoup plus brutal en Allemagne, au SPD. C'est Gerhard Schröder et le Nouveau Centre. Là, cette conversion au néolibéralisme a été autrement plus brutale et curieusement d'abord pilotée par un gouvernement rouge-vert, Schröder, Joschka Fischer. Et là, ça a été le moment le plus dur avec toute une série de réformes qui font encore leur effet aujourd'hui et qui n'ont pas fini de fonctionner. Pendant cette période, les socialistes sont restés largement au pouvoir. Ils n'ont certes pas progressé, mais ils ne se sont pas effondrés non plus. Donc, électoralement, ils se sont plus ou moins maintenus. Mais leur gestion gouvernementale était à ce moment-là radicalement différente. Et s'ils se sont maintenus, c'est aussi par le fait qu'en très grande partie, ils avaient été abandonnés par leur électorat ouvrier, par leur électorat populaire, et qu'ils avaient pu remplacer cet électorat par un électorat de classe moyenne, par un électorat de cadres instruits, qui de plus en plus avait rallié le mouvement socialiste. Le troc d'un électorat ouvrier par un électorat classe moyenne a permis au mouvement socialiste de se maintenir électoralement pendant cette période. Et on arrive ainsi au dernier moment, qui est celui du déclin, qui est celui, encore une fois, d'une crise, la crise financière de 2008. Contrairement aux crises précédentes, en tout cas celle de 29, où les socialistes étaient venus avec une nouvelle doctrine et avaient pu répondre d'une manière originale à la crise de 2008, aucune réponse n'a été donnée. À la crise de 2008, lorsque la crise a été surmontée par un large soutien de l'État, on en est revenu, en grande partie, quelques réformes financières pour assainir le système, mais en dehors de cela, on est revenu à la situation antérieure. Et à partir de ce moment, on assiste à un déclin des socialistes, à des degrés divers suivant les pays. Dans certains pays, c'est assez dramatique, on le voit en France,
après le gouvernement Hollande, c'est véritablement la chute du Parti socialiste. C'est le cas très, très largement aux Pays-Bas, c'est le cas en Irlande, en Italie, il n'y a plus de Parti socialiste depuis un certain temps, donc dans certains pays, c'est tout à fait dramatique. Mais dans d'autres, c'est un recul, c'est une érosion. C'est le cas en Belgique, ça reste un parti fort important, premier parti en Wallonie et à Bruxelles, mais néanmoins on recule. C'est le cas en Suède, sa base traditionnelle, importante, le recul est important. Je fais une petite parenthèse, contrairement à ce qu'on pense, la troisième voie suédoise est très précoce. Elle précède même à pas mal d'égards Tony Blair. La révision, c'est une question que j'ai développée assez bien parce que j'y tiens beaucoup, la révision de la doctrine socialiste en Suède, qui était considérée comme le pays par excellence du socialisme, là où la social-démocratie avait poussé les réformes le plus loin, où l'égalité avait le plus progressé en Europe, le pays le plus égalitaire, c'est aussi celui depuis cette époque où les inégalités ont le plus progressé. Aujourd'hui, la Suède est le modèle des libéraux et en rien le modèle des socialistes. Henning Mankell, le romancier que beaucoup d'entre nous connaissent et apprécient, a écrit à ce propos: la Suède est passée d'une tentative de construction d'une société décente à une entreprise de casse sociale. Donc, c'est véritablement un retournement auquel on assiste, et les effets électoraux de ce retournement se font voir après la crise de 2008. Donc, c'est un recul pour beaucoup de partis, c'est un recul pour le parti travailliste anglais, pour le parti suédois, un recul pour les Allemands, pour les Belges à un moindre degré. C'est un recul un peu partout et dans certains endroits, c'est un effondrement. Une exception, la Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, à l'étonnement général, à l'étonnement de tout le monde, y compris des gagnants de cette situation, c'est Jeremy Corbyn qui arrive à la tête du Parti travailliste, avec un programme écosocialiste très avancé, un programme très à gauche, un programme qui rompt totalement avec les pratiques antérieures du travaillisme. Et un très grand espoir est créé, le Parti travailliste qui était exsangue en termes de membres, qui n'avait quasi plus, qui avait beaucoup moins d'adhérents, qui avait perdu une très très grande partie de ses adhérents, qui avait perdu beaucoup de ses votants, qui était dans une situation très difficile, retrouve tout à coup des couleurs. Il devient le premier parti avec plus de 500 000 adhérents, le premier parti socialiste européen. Et aux élections de 2017, alors que tout le monde donnait Corbyn perdant, Corbyn gagne les élections, mais sans obtenir la majorité absolue. Theresa May, qui avait provoqué ces élections anticipées en espérant écraser les travaillistes et avoir une majorité absolue, perd sa majorité et est obligée à partir de ce moment, et c'est une des raisons, j'ai largement analysé les raisons de la défaite de Corbyn aux élections suivantes, puisqu'il sera largement défait aux élections suivantes. Une des raisons de sa défaite, c'est à ce moment-là, et ça annonce beaucoup de choses pour l'avenir et dans beaucoup de partis, c'est la liaison qui s'établit entre le grand parti de droite, le parti conservateur en Grande-Bretagne, et des partis d'extrême droite. Avec Theresa May, ce n'est qu'un petit parti d'extrême droite irlandais qui lui permet de lui donner sa majorité. Avec Johnson aux élections suivantes, c'est une alliance beaucoup plus forte avec la droite, puisque c'est une alliance avec le parti du Brexit, qui fait en sorte que leur candidat se retire et vote pour Johnson, qui lui permet d'avoir le résultat qui sera le sien. Et c'est cette alliance qui se dessine maintenant. Cette semaine encore, en Suède, puisque j'ai parlé de la Suède, vous venez d'avoir une conférence de presse commune entre le Parti conservateur, premier parti de droite suédoise, et les démocrates suédois, parti d'extrême droite. Il y a quelques années encore, parti nazi. C'est un des partis d'extrême droite, tous n'ont pas la même filiation. Mais le Parti suédois a une filiation nazie, qui aujourd'hui a près de 20% des voix, et qui fait alliance avec le Parti conservateur, en étant sûr à partir de là d'avoir le pouvoir aux prochaines élections.
Et c'est cela qui nous attend aussi, cette alliance entre la droite et l'extrême droite, qui s'est déjà réalisée en Grande-Bretagne au sein du parti conservateur et qui s'est réalisé aussi en Italie sous d'autres formes, on l'a vu à certains moments, qui peut se réaliser dans d'autres pays sous des formes différentes, qui est un de nos avenirs possibles après la crise sanitaire. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les conséquences de cette conversion des socialistes au néolibéralisme ne se sont pas fait sentir pendant la grande période néolibérale, mais elles se sont fait sentir immédiatement après, au lendemain de la crise sanitaire. Elles se font sentir aujourd'hui. Et donc voilà en gros pour les 4 temps de la social-démocratie, un temps qui est celui de réforme, un deuxième temps qui est celui où on élargit, où on gère les réformes avec une doctrine forte, puis un troisième temps qui est le temps du social-libéralisme, qui est de la conversion au néolibéralisme, et enfin en troisième lieu celui du déclin qui se fait à des mesures diverses. Il ne faut pas déduire de cela que c'est la fin de la social-démocratie. Il suffit de voir les résultats des dernières élections européennes pour voir que les socialistes obtiennent parmi les meilleurs résultats. Ils sont toujours la deuxième force au Parlement européen. Certes, ils ont perdu des voix par rapport à la période précédente, tout comme les conservateurs. Certes, comme précédemment, ils n'ont plus la majorité socialiste et conservateurs ensemble et doivent s'allier le plus souvent possible aux libéraux et pas à la gauche radicale. Et donc, effectivement, néo-écologistes d'ailleurs. Et donc, il ne faut pas conclure de cela une disparition des socialistes. Ça reste une force politique importante, dans certains pays, notamment en Belgique, une force politique tout à fait centrale, mais le déclin est partout présent. Je te remercie, Mathéo, donc, pour cet exposé finalement du fil rouge de ton ouvrage. Voilà, évidemment, dans une rencontre comme celle-ci, on n'a pas le temps de tout évoquer, mais c'est vrai que dans ton ouvrage, tu montres aussi l'importance, et là tu l'as évoqué très rapidement, de la conflictualité sociale aussi, hein, de la pression des mouvements ouvriers, des mouvements syndicaux sur l'obtention de toutes ces réformes. Et effectivement, moi j'ai étudié particulièrement la période de l'entre-deux-guerres, tous ces conquêtes, ces acquis sociaux, ou plutôt ces conquis sociaux, l'ont été aussi sous le coup de mouvements sociaux extrêmement larges et revendicatifs, donc qui ont finalement poussé les gouvernements à céder. Mais en même temps, donc il y a ce lien effectivement avec les mouvements sociaux, mais quand on suit tes 4 temps, on voit qu'il y a quand même un lien qui est très étroit avec les conjonctures économiques. Hein, du moins de manière générale, on voit que les différents moments clés, disons, se situent, évoluent en fonction du contexte économique et des conjonctures économiques. Et donc, par rapport à ces grandes réformes, et d'ailleurs, tu précises aussi dans ton ouvrage, j'avais bien apprécié le changement de registre dans le langage, où avant on parlait de réformes qui étaient un peu la marque de fabrique des socialistes, hein, qui montraient tous les pas en faveur de la démarchandisation, etc. Et qu'aujourd'hui, ça désigne effectivement l'inverse, hein, la réforme, c'est plutôt la privatisation des services publics. Et donc, toutes ces réformes, surtout après 1945, et donc la réforme essentielle, qui débouche donc sur le système de la sécurité sociale et le développement des services publics, à savoir la transformation de revenus privés en biens communs, cette réforme, elle est quand même permise aussi par une forte croissance économique. Croissance donc des 30 glorieuses, et on sait que le capital, les capitalistes, le patronat est plus prêt à céder en période de croissance que de récession. On est aussi dans un contexte où la peur du rouge a joué,
et aussi, bien sûr, la pression du mouvement ouvrier. Et dans le cas de la Belgique, bon, effectivement, on a un syndicat particulièrement combatif, hein, comme tu l'as dit, issu de la fusion des syndicats clandestins combatifs de la guerre avec l'ancienne CGTB. Donc, on a tout ça, mais maintenant, moi, voilà, la question par rapport à aujourd'hui et cette période passée, c'est qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui, alors que, enfin, comment est-ce qu'on pourrait envisager des réformes aujourd'hui, alors que la situation économique a évidemment fort changé. Donc, appuyer une politique sociale sur la croissance ne paraît plus un cadre envisageable aujourd'hui, non seulement économiquement, puisque la croissance n'est plus là, mais également écologiquement, puisque on sait que cette croissance va bientôt devenir insoutenable. Par ailleurs, aujourd'hui aussi, la peur du rouge, elle a un petit peu disparu de l'horizon des possédants. Bon, il y a des mouvements sociaux, mais est-ce que ces mouvements sociaux sont suffisants pour infléchir les politiques de privatisation, de démantèlement de la sécurité sociale? Donc, ce que j'aimerais bien, c'est voir comment ne pas tomber aussi dans le pessimisme, et peut-être, et c'est justement l'intérêt de ton livre, voilà, de s'interroger justement sur quoi on peut s'appuyer pour pouvoir rebondir par rapport à cette situation, alors que le contexte est beaucoup moins évident que celui de l'après-guerre, où non seulement il y avait un rapport de force, où non seulement il y avait cette peur du rouge, et en plus, il y avait une croissance économique. Effectivement, les socialistes sont un peu prisonniers, ou se sont trouvés un peu prisonniers en 2008, quand il y avait une nouvelle possibilité d'expression, d'une certaine manière, de leur pratique et de leur passé. C'est-à-dire que l'État social, effectivement, s'est réalisé pendant une période de croissance. Et leur vision de la société était très largement enfermée dans l'idée de croissance. Deuxième chose, c'est que ces réformes ont été faites parce que la conflictualité sociale était là, et la peur du rouge était présente, moins présente au fur et à mesure qu'on s'éloignait de la guerre, mais toujours présente quand même. Une autre possibilité, une autre société était possible, et en tout cas, les conflits sociaux étaient très importants, et l'articulation pouvait se faire entre partis et syndicats, et les conflits sociaux pouvaient trouver un débouché réel. Et donc, c'est par rapport à cela qu'il fallait effectivement revoir un certain nombre de positions. Et un élément, en tout cas, reste, c'est à mon avis un des legs essentiels et qui est parfaitement adapté, et je dirais presque nécessaire pour une transition écologique de la société, c'est celui de l'État social. C'est ce mécanisme fondamental qui mutualise des richesses privées, pour les socialiser, c'est-à-dire pour en faire des biens et des services publics. Et dans l'horizon, c'est la gratuité. Et donc, c'est cela qui est le mécanisme tout à fait fondamental. C'est ça, la redistribution socialisée. C'est différent d'une redistribution qui est privatisée. Les sociolibéraux ne mettent pas en question la redistribution. Les budgets sociaux n'ont pas diminué depuis qu'ils ont pris le pouvoir, mais simplement, ils ont changé de nature. On préfère payer des allocations, on préfère distribuer des sous plutôt que des services sociaux. Et donc, cette privatisation de la redistribution qui est en jeu à travers le néolibéralisme. Et tu m'excuseras de le dire, dans l'allocation universelle, on est l'expression la plus aboutie. Il s'agit de mutualiser pour distribuer de l'argent aux consommateurs. C'est une forme de redistribution consumériste et qui se fait au détriment des services publics et d'investissements socialisés. Et donc, cet élément que nous avons hérité de la social-démocratie me paraît tout à fait fondamental, notamment pour une transition écologiste. Le deuxième élément tout à fait important, c'est de dire que les réformistes n'ont jamais fait de réforme. Aucun réformiste
ne peut faire de réformes dans le sens où l'entendaient les socialistes, il ne peut faire de réformes que dans le sens où l'entendent les néolibéraux, c'est-à-dire au profit des possédants. Et donc, les réformistes font des réformes, et c'était l'idée centrale de Rosa Luxembourg, ce par laquelle elle s'opposait à Edouard Bernstein, qui sera le penseur de la modération réformiste, par laquelle Rosa Luxembourg disait « Les réformistes ne font pas des réformes. Pour qu'ils fassent des réformes, il faut qu'il y ait derrière la porte la peur de la révolution. Si cette peur n'existe pas, les réformes n'existent pas non plus. » C'est ce que tu as dit à propos de la peur du rouge, des mouvements sociaux, c'est-à-dire c'est à partir de cela que les réformes se réalisent. Que dire aujourd'hui de cet aspect de la question? C'est vrai que la peur du rouge a totalement disparu sous ses formes anciennes. Par contre, la peur de la révolte sociale n'a pas disparu. La peur de la révolte sociale est présente chaque jour par rapport à la pandémie. La plus petite révolte sociale fait peur. Regardez ce qu'a fait à la France les Gilets jaunes, ce qu'ont fait à la France les Gilets jaunes. La révolte sociale est toujours là. C'est la révolte sociale qui aujourd'hui peut être le moteur des réformes. Des études récentes faites notamment par des universités américaines qui s'intéressent à ce genre de choses ont fait des études sur la conflictualité sociale dans le monde. Ils ont conclu que jamais il n'y avait eu autant de conflits sociaux que dans les 100 dernières années. Et dans les 100 dernières années, au cours des dernières périodes. Si on regarde ce qui s'est passé avec les révolutions arabes, avec tous les mouvements sociaux qui ont véritablement traversé la planète ces derniers temps, on ne peut pas dire que les mouvements sociaux sont absents de l'actualité. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ces mouvements sont totalement coupés du politique, qu'ils ne parviennent pas à avoir cet accrochage politique que la social-démocratie a permis de faire au moment de sa fondation. Que, effectivement, un élément très important, c'est que les classes populaires ont progressivement abandonné la social-démocratie. Quand elle a maintenu son pouvoir électoral, c'est parce qu'elle a pu remplacer cet électorat par un autre. Et aujourd'hui, dans pas mal de pays, ce n'est plus les classes populaires qui votent pour la social-démocratie, que c'est les mouvements populistes de droite qui ont pris le relais. D'ailleurs, ils se présentent comme les héritiers de la social-démocratie. Les démocrates suédois dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont issus du nazisme, veulent occuper la place laissée vacante, disent-ils, par la social-démocratie, parce que ce sont eux les vrais héritiers de la social-démocratie, disent-ils. Et donc, c'est de cela qu'il s'agit, c'est ce vide laissé par cette période de conversion au néolibéralisme qui fait qu'au lendemain de cette crise sanitaire ou pendant la crise sanitaire, alors que tout laisse croire que la demande sociale, que ce que les gens veulent, c'est ce qu'a été la marque de fabrique de la social-démocratie, c'est-à-dire un système de santé performant, des services publics, une sécurité sociale forte. Donc, tout ce que les gens veulent, c'est la marque de fabrique de la social-démocratie. Et la social-démocratie n'est plus audible. Elle n'est plus audible parce qu'elle a transgressé, parce qu'elle est passée de l'autre côté, qu'elle est devenue, dans la période antérieure, une composante de l'ordre social. Encore une fois, ce n'est pas la même chose partout. On ne peut pas dire la même chose de la Belgique que ce que l'on peut dire de la Grande-Bretagne ou de la Suède d'ailleurs, où la transformation était autrement plus forte que dans d'autres pays. Ou de l'Allemagne, on voit ce qui se passe en Allemagne, où le SPD n'est plus le deuxième parti et le troisième parti est dans une des situations les plus... Qui aurait pu penser que la social-démocratie serait tombée si bas et qu'elle ne parvient toujours pas à solder l'ère Schröder, les dégâts qu'a causé ce social-libéralisme à ce mouvement social. C'est véritablement des criminels, ces gens-là. Et donc, c'est cela qu'elle ne parvient pas à surmonter, alors que ces valeurs sont celles qui sont les plus nécessaires aujourd'hui et qui sont les plus demandées. Elle est totalement inaudible. Alors, une des questions est de savoir qui est-ce qui peut se prévaloir, qui est-ce qui peut reprendre au fond le flambeau d'une certaine manière. L'extrême droite est là. Elle est prête à reprendre le flambeau. Et peut-être que c'est elle qui est la mieux placée aujourd'hui pour reprendre le flambeau. Mais ce n'est pas une raison pour abandonner la lutte, que du contraire. Je pense que cela peut être repris, qui peut être repris par des socialistes rénovés, qu'elle peut être reprise
par la gauche radicale, qu'elle peut être prise par les écologistes, et que d'ailleurs dans beaucoup de pays, et aussi par le mouvement social ou des nouveaux arrangements que je ne connais pas, que nous ne connaissons pas, mais qui peuvent aboutir. Aujourd'hui, je vois dans des textes de socialistes américains, parce que c'est là que ça bouge le plus, je vois dans des textes de socialistes américains des discussions sur ce qui va se passer en Allemagne. Et l'idée est de savoir qu'aujourd'hui, d'après les sondages, malgré les reculs très importants du SPD, la possibilité d'un gouvernement de gauche qui serait une coalition SPD vers Link, pardon, le parti de gauche Link. Et donc l'idée qu'une coalition de gauche en Allemagne serait possible. En Allemagne, personne ne pense à ça, et personne ne pense que ce type de coalition. Mais électoralement, c'est une coalition possible. En Belgique, nous avons bien vu qu'en Wallonie et à Bruxelles, une coalition de gauche était tout à fait possible, que la gauche n'avait pas reculé, loin de là, que la gauche avait progressé et qu'elle progresse dans pas mal de pays, mais qu'elle progresse dans des situations fragmentées et divisées qui ne permettent pas de prendre le dessus. Je veux dire que progressivement, l'avenir n'est pas bouché, qu'il y a des possibilités de majorité de gauche d'une part, et qu'il y a des possibilités de mouvements sociaux forts qui peuvent faire aboutir de leurs revendications si on trouve des nouvelles formes d'articulation. Il ne faut pas songer aujourd'hui à des systèmes partis-syndicats comme nous les avons connus avant. Il n'en reste pas moins que des syndicats existent et que ce sont des forces tout à fait importantes et nécessaires dans nos pays en tant que mouvement syndical. C'est des nouvelles alliances qu'il faut essayer de trouver entre les politiques et les mouvements sociaux, syndicats et d'autres mouvements sociaux éventuellement, pour reconstituer cette peur de la révolte sociale qui est celle qui peut permettre à la société d'avancer et de faire des réformes sociales majeures. Je te remercie, Mathéo. Je vois que l'heure avance et puis en même temps, tu as anticipé un certain nombre de mes questions, à savoir ben voilà, les craintes des succès croissants des nationalismes, du populisme national hein, qui se présente comme l'alternative au néolibéralisme et à la mondialisation. Donc, tu as déjà répondu à tout cela et quels acteurs aujourd'hui donc, comme l'heure avance, et je pense qu'il y a des questions, voilà, moi je me disais aussi par rapport à ton ouvrage pour boucler la boucle par rapport aux origines de cette social-démocratie qui avait quand même en commun cet objectif de l'abolition du régime capitaliste. Est-ce que ça ne doit pas non plus faire partie des fondamentaux qui devrait être remis quelque part aussi, enfin qu'il faudrait oser aussi remettre en avant par les partis, les syndicats. Enfin bon, on sait, hein, on connaît la charte de Carnot et puis après, qui n'a pas été donc complètement laissée à l'abandon et la charte de la FGTB, la déclaration de principe de la FGTB garde encore ses objectifs, mais voilà, peut-être aussi de quand même renouer avec ces fondamentaux et dans le sens de poser la question aussi des choix de la production, voilà, dans quel mode de production on est, quelles sont les richesses produites, pourquoi, dans quel objectif, avec effectivement, bien sûr, cette mutualisation des richesses qui est fondamentale pour pas que les inégalités persistent. Mais voilà, donc cette question de l'accumulation incessante, infinie des richesses par certains, par quelques-uns, est quand même quelque chose qui est un problème fondamental de nos sociétés, y compris d'un point de vue écologique, avec tout l'épuisement des ressources et le gaspillage, évidemment, que cela entraîne par rapport au marché, etc. Donc voilà, je ne sais pas si tu as envie de dire un dernier mot là-dessus, par rapport à ces fondamentaux, et puis peut-être qu'on va écouter les questions qui sont posées par le public. Absolument, mais deux choses rapidement. D'abord, la mise en question du capitalisme, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de commun. Tout le monde remet en question le capitalisme. Le tout est de savoir comment. Donc, effectivement, la mise en question du capitalisme me semble fondamentale. Je
ne pense pas qu'un capitalisme vert soit possible. Je pense que cette remise en question est fondamentale. Mais idéologiquement, dans la tête des gens, ce n'est plus tellement subversif. Donc, il y a encore quelques années, si quelqu'un avançait cela, on aurait dit qu'il était plus ou moins fou, en tout cas qu'il ne faisait pas partie d'un cercle de discussion de gens raisonnables. Mais aujourd'hui, cette idée est assez courante et assez répandue. Tout est de savoir comment. Et je pense que de ce point de vue-là, il y a un élément qui est aussi le propre du socialisme et qui est fondamental, c'est la question des salaires, la question des revenus primaires. Il ne s'agit pas seulement de redistribution. D'abord, redistribution, je l'ai dit, il y a deux sortes de redistribution. Il y a la redistribution sociale, qui est celle que nous avons héritée du socialisme, et il y a la redistribution privatisée, qui est celle des néolibéraux. Et donc, il faut défendre la redistribution sociale et lutter contre la redistribution privatisée. Beaucoup voudront des niveaux de taxation élevés, mais pour faire quoi? C'est là que se pose le problème. Parce qu'aujourd'hui, on accepte plus facilement un niveau de taxation élevé qu'on ne l'acceptait il y a peu de temps encore. On voit bien les réformes aux États-Unis de Joe Biden. On voit la force de pas mal de réformes qu'il entreprend aujourd'hui, notamment au niveau de la taxation des GAFA, personne n'osait le faire, augmentation de la taxation des entreprises, on disait il y a peu que c'était de la folie furieuse. Et donc, il y a d'une part la redistribution, mais il y a la redistribution socialisée. Il n'y a pas que cela. Il y a les revenus primaires. Si on n'augmente pas le revenu primaire, on ne fait rien. La question des salaires est une question fondamentale. Et la liaison avec les classes populaires, la reconquête des classes populaires, passe par les salaires. Et c'est tout à fait fondamental. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'accord interprofessionnel, auquel beaucoup ne font pas attention, ce sont des choses d'une très grande importance. La lutte pour les salaires doit être au centre d'une conception socialiste, en même temps qu'une redistribution socialisée. Et ce sont des éléments qui me paraissent tout à fait essentiels pour un mouvement social qui veut être l'expression politique des dominés et des classes populaires. Ce qui me paraît aussi, je vais juste le noter, sur les évolutions électorales de la social-démocratie, si la social-démocratie a été abandonnée très largement par les classes populaires, et cela est partout vrai, dans des proportions diverses. Et en Belgique, en Belgique francophone, parce qu'encore une fois, la différence est importante entre la Belgique francophone et flamande. La présence d'un mouvement d'extrême droite en Flandre et pas présent en Wallonie n'est pas due au hasard, et on peut discuter de cela. Comment se fait-il qu'on a un parti de gauche radicale si important en Wallonie et qu'on n'a pas de mouvement d'extrême droite? Ce sont des questions tout à fait importantes auxquelles il faut réfléchir sur la situation actuelle. Donc en Belgique, cela s'est fait dans des proportions beaucoup moindres que cela ne s'est fait ailleurs. Donc s'il y a un abandon de la social-démocratie par les classes populaires, il y a par contre une partie de ces classes populaires qui n'ont jamais abandonné nulle part jusqu'ici la social-démocratie. Ce sont les travailleurs immigrés, que les travailleurs musulmans dans tous les pays votent très majoritairement, 70, 80, parfois 90% pour les partis sociaux-démocrates, qui ne votent pas à droite. Et c'est quand même un des éléments importants. Et ce qui se passe aujourd'hui par rapport aux musulmans notamment ne me paraît pas tout à fait étranger à ce phénomène-là. Merci beaucoup, Mathéo. C'était riche et voilà, l'ouvrage est encore plus riche, donc je vous conseille vraiment sa lecture. Je vais voir avec Laurent s'il y a des réflexions, des remarques, des questions qu'on pourrait transmettre à Mathéo. Merci beaucoup, Mathéo, c'était très clair et très intéressant. Merci à toi, Francine. Alors, la conférence a suscité énormément de questions, donc je vais les reprendre, je vais toutes les reprendre de façon à ce que Mathéo fasse le tri. Je suppose qu'il n'y aura pas moyen d'apporter une réponse, en tout cas pas une réponse exhaustive à chacune des questions, mais comme ça, voilà, je vais présenter l'ensemble et Mathéo verra ce qui peut être fait ce soir et ce qui éventuellement, les points sur lesquels il peut aussi renvoyer à des développements qui sont dans le livre. Alors, je dirais, il y a en gros deux blocs de questions, et alors quelques-unes qui sont hors de ces deux blocs. Un premier bloc, ça concerne les rapports entre la social-démocratie et d'autres forces politiques.
Et donc là, dans cette série, il y a notamment une des auditrices qui pose la question de comment relier ce qui a été dit par Matteo avec l'analyse de ce qui s'est passé avec la fin des PC en Europe de l'Est. Et donc, quel est le rapport, je dirais, entre les deux, ces deux grands mondes, ces deux, à un moment donné, on a parlé de jumeaux qui ont émergé du même mouvement historiquement. Voilà, quel est le rapport entre les deux? Une autre question porte sur les rapports avec les Verts, et notamment comment s'est positionnée la social-démocratie au moment du rapport du MIT dans les années 70 sur la croissance, et quelle est voilà, comment aujourd'hui se situe la démocratie par rapport aux Verts. Troisième, toujours je dirais dans cette série des rapports avec les autres, il y a la question qui est posée, alors là elle est beaucoup plus spécifique évidemment à la Belgique, sur la montée du PTB. Et donc, bon, là, l'auditeur formule la question en disant comment est-ce que le Parti socialiste pourrait contribuer à stopper la montée du PTB. Mais voilà, il pose en tout cas, la question est posée. Donc ça, c'est un ensemble de questions sur les rapports entre la social-démocratie et d'autres forces politiques. Et puis alors, il y a des questions peut-être plus spécifiques. Une question alors plutôt en termes internes de la social-démocratie, quel est le rôle des mouvements de jeunesse au sein des partis socialistes? Une question, alors là, qui est tout à fait belgo-belge, sur le rôle du nationalisme dans la crise de la social-démocratie, c'est-à-dire la division qui a eu lieu à un moment donné entre l'aile, ce qui étaient les ailes flamandes et les ailes francophones d'un même parti. Et finalement, il y a des questions sur, je dirais, ce qui peut venir après. Et donc là, une des questions, c'est finalement, est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver à l'intérieur même de la social-démocratie des forces capables d'apporter une réponse comme l'ont fait Corbyn et Sanders, comme ce qui se passe au Portugal. Donc, s'agit-il d'une lueur d'espoir ou s'agit-il d'un chant du cygne? Voilà, donc là j'ai repris les principales questions qui ont été posées. Maintenant, Matteo a évidemment la liberté de répondre longuement ou très brièvement à chacune d'entre elles. Merci beaucoup. Je dois dire, j'aime beaucoup ces 3 blocs de questions et j'aimerais bien répondre aux 3. Je vais essayer d'être le plus bref possible pour pouvoir répondre aux 3. D'abord, la social-démocratie et les autres forces politiques. Ça me permet d'ajouter d'abord un élément, c'est que si la social-démocratie a reculé, les autres forces politiques traditionnelles ont également reculé, et même plus que la social-démocratie. La famille politique qui a le plus perdu, c'est la démocratie chrétienne. Et on la voit bien en Belgique, ce qu'est devenu le PSC-CVP dominateur, à quoi il est réduit aujourd'hui à presque rien. Et les sociodémocrates en Belgique sont un géant par rapport à ce qu'est aujourd'hui la démocratie chrétienne. Donc, recul des socialistes, certes, mais recul des autres forces traditionnelles, et en particulier de la démocratie chrétienne qui a joué, comme la social-démocratie, un rôle majeur en Europe au cours de la dernière période. En ce qui concerne les PC de l'Europe de l'Est, beaucoup de PC se sont transformés en partis sociodémocrates. C'est à cela qu'ils ont voulu se transformer. Mais des partis sociodémocrates qui, au début, ont eu pas mal de voix, mais des partis sociodémocrates qui étaient directement convertis au marché, voire même encore plus que les autres. Ce qui fait que ces électeurs qui avaient voté pour ces partis-là, parce qu'ils pensaient y trouver une protection par rapport aux transformations qui arrivaient dans le bloc de l'Est. Certains étaient enthousiastes pour un autre modèle et donc ils votaient pour d'autres partis. Mais ceux qui votaient pour les partis anciens communistes devenus sociodémocrates se sont trouvés dans des partis encore plus libéraux que les autres. Ça veut dire qu'ils les ont très, très vite délaissés. Et qu'aujourd'hui, dans pas mal de pays, je ne vais pas faire un tour de tous les pays de l'Est, mais dans pas mal de pays, ils n'ont même pas de représentation parlementaire. Dans d'autres, ils l'ont, mais disons que ces partis ont suivi une voie qui était une voie libérale, une voie marchande, qui n'était pas moins accentuée que les autres partis, ce qui fait qu'il n'y avait pas de raison de voter pour eux, ce qui explique, à mon avis, en grande partie, pour certains pays, encore une fois, les situations sont toujours différentes, mais pour pas mal de pays, qui expliquent
leur recul. Les Verts, je ne dirais pas grand-chose, on a parlé de la croissance, on a eu des coalitions vertes. Je dois dire que si j'aspire toujours à des coalitions de gauche, personnellement, ce que j'ai vu de certaines coalitions rouges-vertes me déçoivent beaucoup, aussi bien en Belgique, en ce qui concerne notre gouvernement arc-en-ciel, qui a fait quand même pas mal pour l'État social actif, ou encore pire, le gouvernement Schröder en Allemagne, qui était un gouvernement rouge-vert. Ça n'a pas toujours été, de mon point de vue, en tout cas d'un point de vue de gauche, ça n'a pas été un succès. Ce n'est pas pour ça qu'il faut aller contre, tout au contraire. Je pense que l'avenir est dans une alliance des gauches, et je dirais, dans ma vision des choses, c'est une alliance des sociodémocrates renouvelés éventuellement, de la gauche radicale et des Verts. C'est cela, à mon avis, aujourd'hui, la partie de gauche de notre société. En ce qui concerne le PTB, là, je voudrais faire quand même une petite parenthèse qui est pas très scientifique, parce que c'est différent. Mais il y a un parallèle qui me démange depuis longtemps. C'est un parallèle entre le PTB et le Sinn Féin en Irlande. En Irlande, il y avait un parti qui existait depuis longtemps, qui remonte à la guerre civile irlandaise, un parti nationaliste, plutôt de gauche, qui était le Sinn Féin et qui était un tout petit parti, qui ne participait pas à la vie politique et parlementaire, mais qui maintenait son héritage de cette façon-là. Un peu comme des maoïstes en Belgique, qui sont ceux du PTB, qui pendant de longues années ont existé comme un petit parti qui cultivait sa particularité. Et puis, à un moment donné, le Sinn Féin s'est réformé et a participé à la vie politique et électorale sous un programme de gauche radicale, sous un programme de gauche qui n'est pas différent de celui de Corbyn, qui n'était pas différent de celui de Corbyn. Que s'est-il passé en Irlande? C'est que le Sinn Féin est devenu premier parti et que les travaillistes irlandais, qui étaient un parti important, qui participaient au gouvernement tantôt avec un des deux grands partis, tantôt avec l'autre, se sont totalement effondrés. Et les deux autres partis qui étaient rivaux maintenant font une coalition pour essayer de s'opposer au Sinn Féin, parce que le Sinn Féin est devenu premier parti irlandais. Je ne vais pas faire le parallèle avec la Belgique. En tout cas, voilà une évolution qui ne me semble pas inintéressante pour réfléchir à l'avenir de partis de la gauche radicale. Donc, pour le PTB, je ne sais pas ce qu'ils vont devenir. En ce qui me concerne, je pense que pour que le PTB existe, se développe, il devrait pouvoir participer à des coalitions gouvernementales. Je pense qu'aujourd'hui, depuis un certain nombre d'années, ce n'était pas le cas avant, que pour que des partis existent et puissent poursuivre leur existence et puissent se développer, il faut qu'ils puissent se présenter comme des partenaires gouvernementaux possibles. Pensez à Syriza. Avant, c'était des petits groupuscules, des petits groupes qui se sont mis ensemble, mais le saut de Syriza entre petits partis considérés comme gauchistes et parti qui a accédé au gouvernement, c'est à partir du moment où il s'est porté candidat au gouvernement et a dit qu'il était capable de porter les revendications des classes populaires au niveau du gouvernement. Je pense que si on n'a pas cette ambition-là, aujourd'hui, on ne peut pas exister pendant très longtemps. De mon point de vue, je pense que si le PTB veut continuer, il faut qu'il puisse s'affirmer comme un parti susceptible de participer à des coalitions gouvernementales. Et je pense de notre côté que le PS et les Verts, s'ils veulent maintenir leur position, ils doivent aussi dire qu'ils sont capables de collaborer avec le PTB. À partir de là, chacun peut exister à partir de ses spécificités propres. Parce qu'effectivement, tous les gens ne sont pas d'accord avec le PTB, comme tous les gens ne sont pas d'accord avec le PS, ni avec les écolos. Et donc, chacun peut exister avec ses particularités, avec ce qui le caractérise, avec ce qu'il veut défendre, pour autant, à mon avis, sur le long terme, qu'il accepte la possibilité de gouverner dans l'intérêt des classes populaires. Ceux qui n'accepteront pas cela ou qui montreront leur incapacité à le faire, à mon avis, mais c'est un point de vue tout à fait personnel et plus que contestable, à mon avis, ne se renforceront pas, mais se déforceront.
Les mouvements de jeunesse, le nationalisme très vite, les mouvements de jeunesse, dont certains partis ils ont joué un rôle très, très important. Pour le SPD allemand, c'est tout à fait décisif. Les Jusos, les jeunes socialistes allemands, ont toujours joué un rôle très à gauche et très incisif et ont influencé très, très largement ce qui s'est passé en Allemagne et au SPD. Donc, ça dépend des pays, mais il y a des pays, comme en Allemagne, où les jeunesses ont joué un rôle important et décisif tout au long de l'histoire du socialisme allemand. La question du nationalisme, effectivement, la deuxième internationale s'est fracassée, a disparu à partir du moment où le SPD a voté les crédits militaires et où la SFIO française a rejoint l'Union sacrée. C'est le nationalisme qui a fait sauter le SPD. La différence, quand les communistes se sont déchaînés contre les sociodémocrates et les ont traités de réformistes et que sais-je encore, le réformisme, c'était comme ça pour le dire, mais ce n'est pas le réformisme qui les dérangé. Lénine n'a jamais été dérangé par le réformisme, il était lui-même pour des réformes. Ce qui les a dérangés, c'est le social-patriotisme, pour reprendre les termes de Lénine. Ce qui pour eux était inacceptable et qui a fait qu'ils ont renoncé au nom social-démocrate et au nom social-démocrate. C'était le social-patriotisme, c'est-à-dire le fait que les socialistes, à un moment donné, considèrent que leurs intérêts et l'intérêt du pays dans lequel ils se trouvent convergent, sont les mêmes. Et il y a des raisons pour cela, parce qu'effectivement, leur conquête sociale, c'est dans leur propre pays. Et donc, ils ont plus que des chaînes à perdre, pour reprendre le terme de Marx. Donc, ce n'est pas que c'est tout à fait irraisonné, mais n'empêche qu'à certains moments, les socialistes épousent les intérêts de leur propre pays et pas l'intérêt des travailleurs à travers le monde. Ce qui s'est passé en Belgique est une expression la plus forte de cela, à savoir où, à des moments où il y a des conflits communautaires forts, tous les partis se trouvent scindés, et en particulier les socialistes. Il ne s'agit plus de défendre les intérêts des travailleurs en Belgique, mais on a deux partis différents, voire même dans les organisations qui sont restées encore unitaires, très rares socialistes, à savoir syndicats et mutuelles. L'organisation de ces institutions est en fait totalement séparée en réalité entre les flamands et les francophones, et que le fonctionnement local prend le dessus sur ceux qui concernent l'ensemble des travailleurs. Donc, c'est une caractéristique propre que nous traînons depuis la guerre 14 et qui se retrouve dans la scission des socialistes belges. Alors, dernière partie, à savoir les possibilités, les espoirs à l'intérieur de la social-démocratie. Évidemment, pour moi, le Portugal représente un exemple, mais même limité. Je ne reviendrai pas parce que ça ferait une longue discussion, mais le Portugal est effectivement une possibilité, un cas qui me paraît tout à fait intéressant pour l'avenir des socialistes. Je voulais dire deux mots sur Sanders en particulier et sur les socialistes démocrates, c'est comme ça qu'ils s'intitulent, aux États-Unis, et combien a été mon émotion quand je suis tombé sur un article publié par eux et qui disait, dont le titre était The Other Miliband. L'idée suivant laquelle il y avait David Ed Miliband qui avait joué un rôle important dans le Parti travailliste, qui étaient des personnalités importantes, qui avaient joué un rôle important au sein du Parti travailliste, en étant le président d'ailleurs, en ce qui concerne Ed, et tous les deux ayant été ministres dans des gouvernements Blair et de l'autre, celui qui a suivi. Tous les deux ayant été des personnalités, mais Ed et David Miliband représentaient tout ce qu'ils exècrent dans le socialisme, ce qu'ils ne veulent pas voir dans le socialisme, ce qui pour eux est l'antithèse de ce qu'ils peuvent faire. Par contre, leur père, Ralph Miliband, qui était invité lors du premier colloque que nous avons organisé en hommage à Marcel Lippmann, et qui était un ami de Marcel, et que beaucoup d'entre nous ont bien connu et qui est décédé aujourd'hui. Ralph Miliband, disent-ils, est un exemple pour ce que doit être le socialisme aujourd'hui. Ralph Miliband, et il se réfère à la pensée de Ralph, pour dire combien cette pensée éclaire les jeunes socialistes américains aujourd'hui, et comment c'est à partir de cela qu'ils peuvent construire le socialisme. Je dirais que, j'ai dit, ces jumeaux antagonistes, socialistes, communistes, c'est l'affaire de la génération des personnes de mon âge. Et c'est un peu l'âge de Corbyn et de Sanders.
C'est ces idées aujourd'hui qui retravaillent d'une certaine manière et qui font travailler les jeunes aux États-Unis, et où il y a un espoir d'un socialisme renouvelé, là où il était diabolisé il y a peu. Et je pense que de ce point de vue-là, j'ai dit que ce que j'ai cherché aussi, c'est ce que j'ai essayé de faire, en n'oubliant pas dans cette évolution les oppositions au sein de la social-démocratie, qui a été au fond ma vie politique d'une certaine manière, des oppositions au sein de la social-démocratie et donc des potentialités non abouties, mais qui auraient pu donner d'autres résultats que ce qu'a donné la social-démocratie, en particulier par rapport à sa conversion au social-libéralisme. C'est d'ailleurs juste avant que ces oppositions étaient les plus importantes. Elles ont été défaites, mais peut-être qu'on a beaucoup plus de leçons à tirer de ceux qui ont été défaits que de ceux qui ont gagné. Voilà. Il y a encore des réactions, mais je propose que malheureusement, ça c'est le problème des visioconférences. On est limité dans le temps. Si on était dans la salle, on pourrait poursuivre le débat encore et je suis sûr qu'il y aurait d'autres questions qui jailliraient au fur et à mesure que Matteo apporte ses commentaires et ses réponses. Donc, je proposerais de clôturer la visioconférence maintenant. Je voudrais énormément remercier Matteo, remercier également Francine. Comme Francine vous l'a indiqué, il y a un riche programme, aussi bien un programme de la Fondation, de l'Institut Marcel Liman et un programme de l'UPJB. Donc, je ne vais pas répéter les différents rendez-vous que nous avons encore au mois d'avril, en mai et en juin, mais il y a pas mal de choses. Et donc, vous pouvez aller sur les pages tant de l'Institut que de l'UPJB pour voir les différentes activités qui sont organisées. Je voudrais aussi remercier l'ensemble des personnes qui ont participé. Je sais que ce n'est pas la formule la plus agréable pour suivre une conférence que de le faire devant un écran, mais je vois que voilà, pratiquement tout le monde est resté jusqu'au bout avec beaucoup d'intérêt. Alors, encore merci à tout le monde. Et pour rappel, donc le livre de Matteo a été publié par les éditions Sileps en collaboration avec Page 2, et donc il y a moyen évidemment de l'obtenir, comme on dit, dans toutes les bonnes librairies. Un grand merci à tout le monde et à vendredi prochain. Merci beaucoup Laurent. Merci à vous. Tous. Merci. Et voilà, on se retrouve pour la commune. Alors, très bientôt, un autre héritage du socialisme. À bientôt. Merci beaucoup. Bientôt.